à tous, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'est vrai, et à toutes. Écoutez, il est 30, on va peut-être commencer puisque je vois que l'enregistrement a démarré et la présentation est affichée aussi. Donc, bienvenue au 10e atelier qui est consacré à l'identito-vigilance. Donc, je crois que Madame Manard va faire l'introduction. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et effectivement, bienvenue à ce nouvel atelier sur la thématique identito-vigilance qui est importante et qui est en cours de structuration et de restructuration au CHU de Nice. Vous verrez durant cet atelier qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui vont vous présenter le sujet lui-même, les éléments relatifs à l'identito-vigilance et puis vous expliquer aussi ce que c'est que l'identito-vigilance. Et je reprendrai plutôt le formalisme qui est noté autour de cette identito-vigilance qui est effectivement expliqué comme quoi les équipes respectent les bonnes pratiques d'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc on est bien sur une thématique qui est globale, qui est très transversale, qui ne relève pas exclusivement des vigilances liées à la prise en charge du soin. Hein. C'est vraiment l'identité du patient à chacune des étapes de sa prise en charge. Et ce qui va être particulièrement regardé pour ce critère, c'est le fait que les équipes soient attentives, vérifient la concordance entre le bénéficiaire, la prescription de l'acte, les traitements médicaux, dans un objectif que l'identito-vigilance permet de limiter finalement le risque d'erreur potentiellement grave liée à une mauvaise identification du patient. Ça peut être une erreur de site opératoire, une erreur de traitement, une erreur de résultat de laboratoire et dans la vie de tous les jours, une erreur tout simplement de prise en considération du besoin du patient. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important, qui englobe effectivement, qui est englobé effectivement dans le chapitre 2, les équipes, et qui concerne la maîtrise des risques liés aux pratiques des professionnels de santé. Sur cette thématique particulièrement relative à l'identité du patient à chacune des étapes de sa prise en charge, donc l'identito-vigilance, je vais laisser sans tarder la parole aux personnes qui vont vous présenter ce qu'est l'identito-vigilance, ce qu'on a également au CHU de Nice, ce qui remonte comme problème et ce qui est en cours actuellement. Voilà, merci. Et puis je laisse la parole, je ne sais pas qui intervient. C'est Monsieur Barré, je crois, qui prend la parole sur de quoi parle-t-on quand on parle d'identito-vigilance et à quoi sert l'identito-vigilance. Merci, Monsieur Barré. Oui, bonjour à toutes et à tous. L'identito-vigilance, donc, c'est justement essayer de mettre l'organisation et les moyens, donc mis en œuvre pour fiabiliser la sécurité de la prise en charge du patient à toutes les étapes. Donc, il y a deux étapes principales, c'est l'identification primaire et l'identification secondaire. Donc, quand on parle d'identification primaire, c'est vraiment dès l'accueil d'un patient, c'est assurer la fiabilité des informations. Quand un patient se présente à l'accueil, c'est être sûr qu'on a bien en face de nous le bon patient et qu'on affecte l'identité au bon patient. Donc, pour cela, effectivement, il y a des règles à respecter et c'est l'accueil aux différents points d'accueil des patients, que ce soit aux urgences, au BDA, au point d'accueil de certains services, des secrétariats, et de s'assurer qu'on a la bonne personne. Et ça s'appuie quand même sur quand même une règle de base, c'est la récupération de la pièce d'identité, s'assurer de la bonne identification du patient, parce qu'il ne suffit pas que le patient décline son nom pour qu'on dise bon ok, c'est bon, vous vous appelez comme ça.
Et puis après, il y a l'identification secondaire. L'identification secondaire, c'est l'identification des patients à toutes les étapes de la prise en charge. Et c'est véritablement s'assurer que l'on donne le bon soin au bon patient. Et alors, il y a la mise en place d'un bracelet d'identification qui permet justement pour des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer d'aller contrôler l'identité, mais pas que. Il faut effectivement qu'on essaie de récupérer par des questions ouvertes la bonne identité du patient et savoir que le patient puisse décliner son identité et dire je m'appelle de telle manière, je suis né tel jour pour évidemment être sûr que l'on parle bien de la bonne personne parce qu'on a des tas d'homonymes avec, et pas plus tard que la semaine dernière, un patient qui avait le même nom, même prénom, mais pas la même date de naissance, qui a été pris en charge sur le service de cardiologie. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés après à récupérer avec le risque justement d'intégrer des informations médicales d'un patient alors que ce n'est pas le bon patient d'un côté ou de l'autre. Et la bonne identification du patient passe par son identité avec des règles qui changent avec le temps. Avant, on avait le nom qui était le nom finalement usuel et après, il y avait le nom de jeune fille qui était le don de naissance. Là, maintenant, les règles d'identification changent. C'est plus un patient a une identité à la naissance avec un nom, prénom, une date de naissance. Et après, on peut avoir un nom d'usage, un nom utilisé qui est autre, qui peut être le nom marital ou qui peut être un nom, l'exemple le plus célèbre, c'est Johnny, qui ne s'appelait pas Johnny Hallyday, mais Jean-Philippe Smet. Voilà, c'était un nom d'usage. Et en fait, la bonne identité, c'est remettre un petit peu ce qu'est l'identité d'un patient. Avant tout, c'est son nom de naissance, son prénom, ses prénoms de naissance, sa date de naissance. Et après, il y a d'autres traits d'identification complémentaires qui sont les noms utilisés et qui peuvent changer au fil du temps. Et tous ces critères d'identification, ça permettra de s'assurer après de faire l'attribution de l'INS, l'identifiant national de santé. Donc, c'est une identité nationale qui va permettre le partage de l'information, que ce soit entre professionnels de santé ou entre établissements. Et c'est le lien qui va pouvoir être fait justement pour être sûr que l'on adresse un document médical au bon patient. Lauriane. Alors, du coup, comme vous avez l'habitude maintenant, on va voir les attendus des experts visiteurs au moment de la visite de certification. Comme l'introduisait un petit peu Madame Mazar en tout début, ce qui va être regardé au moment de chaque observation et demandé bien évidemment lorsqu'on aura des entretiens avec les professionnels sur les différentes évaluations, les experts visiteurs vont s'assurer que les modalités d'identification du patient sont bien connues des professionnels et sont vérifiées. Et ça, tout au long de son prise en charge. On l'a vu, M. Barret disait, il y a différentes identifications, différents moments. Et du coup, cette identification doit être la bonne de son entrée jusqu'à sa sortie. Donc, on va s'assurer qu'on a la bonne identification du patient à l'ouverture de son dossier informatique où nous avons encore quelques endroits des dossiers encore papier. Donc, il doit vraiment y avoir conformité dans ces deux modes de dossier. Hein. Lors de la mise en place de son bracelet d'identification, on va lui redemander, on va lui poser qu'il vérifie le bracelet si c'est la bonne identité. Lors de l'administration de tous les traitements qu'il va recevoir au cours de son séjour, au cours d'un transport interne, voilà, bien vérifier que voilà, ces moments où le patient va sortir du service où l'équipe le connaît potentiellement un peu plus. En tout cas, qu'au cours du transport, on vérifie bien que l'on prenne le bon patient, qu'on l'amène au bon endroit.
pour tout acte interventionnel et bien évidemment lors de la sortie pour s'assurer que l'on remet les examens complémentaires et le dossier au bon patient. Alors, les patients portent un bracelet d'identification. Donc ça, les experts visiteurs vont aller vérifier lorsqu'ils iront dans les services pour s'entretenir avec les professionnels et également pour s'entretenir avec les patients. Ils iront regarder que les patients aient bien ce bracelet d'identification. Ensuite, on le disait, effectivement, tous les documents qui vont être présents dans le dossier patient, donc surtout pour la partie papier, puisque pour la partie informatisée, normalement, justement, cela permet que tous les documents ouverts soient les bons. Quoique, des fois, nous scannons des documents et nous pouvons retrouver dans le dossier informatisé le mauvais scanner, comme des fois, nous pouvons retrouver le mauvais document dans le mauvais dossier. Donc, les experts visiteurs, lors de leur consultation documentaire, vont veiller à ce que tous les documents correspondent bien à la bonne identité du patient. Et enfin, plus au niveau de l'organisation de l'établissement, en regardant dans les consultations documentaires, au moment des audits système notamment, les experts visiteurs vont vérifier qu'il existe bien une charte d'identito-vigilance. Alors, on va passer au point de difficulté qui remonte avec le diagnostic sur l'audit griffe qui a eu lieu. C'est M. Barré qui va nous faire remonter ce diagnostic. Oui, alors sur l'identito-vigilance, il y avait effectivement un petit peu de laisser-aller au niveau du CHU sur l'organisation et la maintenance en fait de l'identito-vigilance. Donc, ce qui fait que en fin d'année dernière avait été décidé de réaliser un audit. Donc, on a réalisé un audit à l'aide du GRIV, du groupe régional d'identito-vigilance au niveau régional, et qui a permis de mettre en exergue un petit peu à la fois les forces, les faiblesses et puis les difficultés que l'on avait. Donc, ce qui fait qu'il y a des points d'action qui ont été des actions qui ont été maîtrisées, notamment par rapport à la gouvernance. Donc maintenant, on s'est doté effectivement d'une gouvernance en identito-vigilance avec un comité stratégique, avec un comité opérationnel, avec une cellule d'identito-vigilance et la désignation d'un référent en identito-vigilance, qui est moi-même, si c'est confirmé par la suite. Et on a des plans d'action à faire. Ça a mis en évidence un certain nombre de choses qu'il fallait que l'on fasse. Donc, il y avait par exemple le droit de création d'identité de fusion qui ne sont pas maîtrisés, c'est-à-dire que des gens ont des droits sur la création d'identité alors qu'ils ne connaissent pas forcément les règles sur l'identification, avec des fusions parfois intempestives qui sont faites par des gens qui ne sont pas formés à l'identito-vigilance. Donc là, il y a tout un travail qui est à revoir sur les droits et que les personnes qui ont des droit de création, de fusion, de modification d'identité, et bien la formation nécessaire pour le faire. Donc, il y a tout un travail sur la gestion des droits et habilitations par rapport à notre outil Clinicum, qui est notre base patient. C'est pas Orbis, la base patient. La base patient, c'est Clinicum. Après, la câblité de la base patient des identités, elle n'est pas satisfaisante. Effectivement, Clinicum est une base qui a récupéré beaucoup d'identités antérieures, qui est polluée par, et même quotidiennement, par des alimentations faites par l'hôpital Lanval, faites par Doctolib, qui génèrent énormément de doublons. Donc, il y a un gros travail de nettoyage de cette base patient qui devrait être fait. Donc là, c'est un gros travail qui va être fait sur les mois suivants avec la DINSI. Il faut répertorier les procédures qui sont indispensables et les actualiser. Donc, il y a tout un travail actuellement de réactualisation un petit peu des procédures et d'inventaire de toutes les procédures qui existent, qui sont conformes, qui ne sont pas conformes, ou des procédures qui sont inexistantes pour lesquelles il faudra créer un certain nombre de procédures voilà, dont la base documentaire sera effectivement dans EnofDoc, avec peut-être un peu plus de lisibilité justement de toutes ces procédures dans EnofDoc en rapport avec l'identito-vigilance.
La formation institutionnelle, elle est en cours de mise en place avec des formations au niveau des différents acteurs et de différents acteurs de la chaîne de production de l'information, que ce soit sur l'identification primaire, avec la formation justement du bureau des entrées et de tous les pôles d'admission des patients, et puis aussi la formation qu'il y a sur l'identification secondaire et notamment la formation en cours actuellement sur, par exemple, les brancardiers, qui était un point justement assez important de vigilance sur lequel on nous a pointé. Voilà, c'est véritablement remettre un petit peu les bonnes pratiques de l'identification. Il avait été pointé aussi sur la prise en charge médicamenteuse et justement la non-identification des injectables. Donc là, il y a tout un travail aussi en cours pour remettre un petit peu les choses à plat et qu'il y ait véritablement cette sensibilisation que tout soin qui soit réalisé soit affecté véritablement au bon patient. Et le bracelet d'identification qui n'était pas posé sur tous les patients. Donc là aussi, il y a des choses qui sont en cours pour rétablir un petit peu les choses sur les services qui étaient défaillants, avec l'imagination éventuellement sur d'autres services, d'autres moyens d'identification. Mais il faut absolument que les services mettent en place des moyens d'authentifier les patients et de s'assurer que c'est bien que les soins que l'on réalise sont bien aux bons patients. Christine Saglietto va aussi vous parler de ce qui remonte, les points de difficulté qui remontent un petit peu de toute l'analyse des événements indésirables que vous signalez en tant que professionnel sur N9 Process. Alors, un petit point sur ces événements indésirables signalés. Cette répartition donc, porte sur 88 événements indésirables dont la typologie était erreur d'identification patient. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a que 88. Certains ont pu avoir d'autres typologies. Dans tous les cas, c'est sur une période qui s'étale de janvier 2021 à avril 2022. Vous réalisez donc que 88, nous sommes sur le haut de l'iceberg. Il y a certainement bien d'autres événements. Mais j'ai trouvé intéressant de faire ces petites bulles pour vous montrer la répartition avec 45% de I qui relatent une absence de bracelet d'identification. Alors, c'est vrai, un audit a eu lieu sur les bracelets d'identification au mois de novembre, à l'issue de la semaine sécurité patient. Les résultats étaient plutôt positifs, mais finalement, là, nous nous axons sur les cas où le bracelet n'a pas été mis, ce qui n'est pas la majorité, hein, il faut aussi le reconnaître. Mais tout de même, absence de bracelet et certains EI sont sur un patient, par exemple, qui est dans l'incapacité de s'exprimer. Donc, nous sommes face à un patient qui ne pourra pas décliner son identité et qui n'est pas porteur d'un bracelet, un patient qui n'est pas francophone, un patient somnolent prémédiqué qui arrive au bloc opératoire. Donc, des situations fortement à risque. Dans 15% des cas, nous sommes sur une erreur patient constituée, c'est-à-dire que nous sommes allés pratiquement au bout avec un examen qui a pu être fait à un patient, à un autre patient. Donc, nous ne sommes pas sur le bon soin au bon patient. Nous sommes sur un patient qui a été transporté, qui arrive à destination en plein milieu de la nuit et qui n'est pas le bon patient. Un patient qui arrive au bloc et qui n'est pas le bon patient. Donc, dans 15% des cas, nous avons cette thématique. Nous avons également, dans 15% des cas, une erreur identifiée sur un prélèvement biologique. Là aussi, nous sommes sur le haut de l'iceberg, puisque par ailleurs, et il faut le saluer, le pôle biologie travaille les non-conformités et donc recueille des non-conformités qui sont ensuite analysées et vues avec les pôles. Donc, dans 15%, on est face à des prélèvements qui sont
ne sont pas identifiés au bon patient ou avec une étiquette discordante par rapport au deuxième tube ou bien avec le bon de demande lorsqu'il y en a un, etc. Bien sûr, le risque est d'autant plus important lorsque nous sommes face à un prélèvement immunohématologique, donc pour, par exemple, un groupage sanguin, mais aussi sur des pièces anatomiques, par exemple en anatomopathologie, où l'équipe est très préoccupée par ces erreurs d'identification. Dans 15% des cas, nous sommes sur des cas divers, donc une erreur de saisie, une erreur d'orthographe par exemple sur l'étiquette, et là on peut saluer le travail des professionnels qui font décliner l'identité au patient et s'aperçoivent en déclinant l'orthographe que ce n'est pas correct par rapport à l'identité numérique. On peut avoir aussi des documents différents, des documents qui n'appartiennent pas au patient dans son dossier, c'est ce dont vous parlez Floriane Manzano. On peut également avoir des soucis d'homonymie, le docteur Barré vous en a parlé, mais également d'usurpation d'identité, situation qui préoccupe beaucoup, notamment le bureau des admissions de Pasteur avec toute la thématique des urgences. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les événements indésirables. Alors, on continue avec ce qui existe au CHU pour répondre d'une part aux exigences de la certification, de la HAS, et pour notre organisation, puisqu'on a remonté les difficultés, mais on a aussi des choses qui existent et des choses qui sont en cours. Sur les choses qui existent, Christine, Alors, je poursuis. Alors, il y a des choses qui existent au CHU et il y a aussi des points forts qui existent au CHU. Le docteur Barré parlait tout à l'heure de l'audit. Je pense qu'il faut également identifier les points forts puisque au cours de cet audit, ce qui a été souligné et même salué, c'est par exemple la procédure de gestion des identités dans le cadre d'un plan blanc, mais également la procédure de gestion de l'identité d'un patient dans l'incapacité de décliner son identité, qui arrive en urgence, etc. Donc, c'est une procédure qui est prise pour modèle, même par d'autres établissements. En règle générale, donc, la vérification de l'identité de l'usager lors de son accueil dans le service est effective. Donc là, c'est un point fort qui a été soulevé. Le docteur Barré parlait de la formation, mais je vais le dire à nouveau. Et je vous ai parlé du pôle biologie, pathologie, qui effectivement traite les non-conformités sur l'identité-vigilance. Donc, ce qui se fait, ce qu'on trouve au CHU, eh bien, à destination des patients, tout d'abord, c'est une sensibilisation sur l'importance de participer à ces vérifications, et c'est un nouvel affichage que vous avez peut-être déjà vu, qui a été mis en place tout récemment sur une affiche très colorée, qui est une affiche du GRIV, donc le groupement régional d'identité-vigilance, et qui donc demande, qui sensibilise les usagers, leur demande de bien vouloir participer à ces vérifications. Cet affichage évoluera, bien entendu, avec un nouveau chartage dès la rentrée. Nous y travaillerons. Par rapport à l'identifiant national en santé, également dans les bureaux des admissions et les postes d'encaissement avancés, il y aura un affichage spécifique qui annoncera aux patients, aux usagers, donc la récupération de cet identifiant national en santé dès lors que les conditions de fiabilité de l'identité seront requises. La semaine sécurité patient, nous insistons chaque année sur la question, la sensibilisation des usagers et des professionnels d'ailleurs à l'identité-vigilance. Et puis, dans le cadre de la présentation des événements indésirables graves, il y a une présentation en commission des usagers où peuvent intervenir des facteurs liés à l'identité-vigilance. À destination des professionnels, eh bien, le chantier est ouvert depuis peu, mais le chantier est ouvert, donc c'est une structuration, une restructuration, je dirais, puisque vous savez que ce sujet est quand même traité depuis les années 2010 au niveau du CHU, et voilà, c'est une restructuration institutionnelle avec la mise en place des instances, avec la nomination du référent identité-vigilance, donc le docteur Barré. Nous avons démarré
fait le travail sur la cartographie des risques et donc nous incluons des professionnels dans les groupes de travail et c'est Adélaïde Arnaud au sein du département qui mène ce travail. Des procédures relatives à l'identification primaire et l'identification secondaire, le docteur Barré en parlait, c'est un point faible qui a été soulevé et nous sommes au travail et notamment en ce qui concerne l'identification secondaire avec un groupe de cadres et d'ailleurs une communication a été faite jeudi dernier en séminaire d'encadrement à l'ensemble des cadres afin de sensibiliser voilà, pour justement que l'ensemble des bonnes pratiques soient mises en œuvre et notamment sur le nom de naissance, élément très important et qui, il faut le dire, est assez nouveau et un peu difficile dans les pratiques. En termes de formation, je laisserai tout à l'heure Florence Maltese en parler, mais effectivement des sensibilisations sur le terrain, des régulations depuis le mois de décembre, de nombreux professionnels rencontrés pour reparler des bonnes pratiques, une formation spécifique pour les brancardiers et les ambulanciers et un grand merci à l'encadrement tant de l'UTS que des différents secteurs de brancardage pour leur participation pour faire en sorte que cette formation puisse avoir lieu. Nous avons atteint un taux de 70% de professionnels formés et nous allons poursuivre. Une formation institutionnelle à l'identification secondaire à réactiver. Pour l'instant, elle est à l'arrêt puisqu'il faudra d'abord que l'ensemble des procédures soient à jour pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour faire cette formation. Mais vous le voyez, nous ne restons pas sans rien faire. Les professionnels peuvent bénéficier de sensibilisation et d'autres formations. Une formation pour la mise en œuvre de l'identifiant national en santé, et ça concerne bien sûr les professionnels des admissions, des bureaux des admissions, puisque c'est au bureau des admissions, pour l'instant en tous les cas, et peut-être plus tard dans les postes d'encaissement avancés, que cet identifiant national en santé sera récupéré, ce qui requiert quand même des pratiques nouvelles et une formation pour, bien sûr, guider ces professionnels dans la récupération de ce fameux INS. Des cafés sécurité qui vont se dérouler, qui sont en cours d'organisation et qui pourraient très prochainement se dérouler, et notamment en premier lieu sur le pôle urgence. Et puis la formation des étudiants en santé, il ne faut pas les oublier. Toutes les formations que nous faisons sont bonnes pour sensibiliser, bien sûr, à la sécurité, mais très particulièrement à l'identitovigilance. Et je pense à la formation des IBOT, des IAD, des infirmiers et des aides-soignants particulièrement. Alors, à la suite un petit peu des diagnostics qu'il y a eu, de ce qui est existant et de ce qu'il y a à mettre en place, Monsieur Barré, vous pouvez nous dire ce qui est en cours de réalisation? Alors, en cours de réalisation, bon, il y a pas mal de choses. Alors, déjà, le premier élément, c'est qu'il va y avoir le changement de version de Clinicom. Changement de version de Clinicom pour des questions de facturation, mais il va y avoir aussi les changements concernant l'identification des patients dans Clinicom, étant donné qu'on change un petit peu là aussi les dénominations des noms. Et il y a une fiche réflexe sur l'identification primaire et sur les règles justement accordées à l'identité des patients, avec cette notion de nom de naissance, prénom, liste des prénoms, premier prénom, et d'un autre côté, le nom usuel et le prénom usuel qui finalement sont des choses qui sont rajoutées. Donc c'est quand même un changement de dénomination un petit peu de tout ce qui est nomination. La fiche réflexe, donc j'avais demandé à ce que cette fiche réflexe soit transmise en même temps que les consignes sur le changement de Clinicom. Ça n'a pas été fait, donc j'essaie de faire une communication un petit peu générale sur justement la diffusion de cette fiche réflexe sur l'ensemble des personnes, mais ce n'est pas évident parce que je n'ai pas les accès de diffusion
généraux. Donc là, j'essaie de chercher une solution. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un changement quand même. Là, dans Clinicum, un changement de comportement et je pense qu'il faut que chacun s'approprie la notion de le nom, c'est vraiment le nom de naissance des patients et pas simplement le nom d'usage. Euh, alors, on va essayer aussi de mettre en place sur l'intranet du CHU des éléments assez factuels sur l'identitovigilance. Il faut qu'on arrive à trouver assez facilement sur l'intranet, justement, une foire aux questions, un petit peu, des fiches réflexes, des consignes à faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on repère, par exemple, un doublon d'identité, à qui on s'adresse, parce que là, actuellement, les circuits sont un petit peu confus. Donc là, c'est quelque chose qui va être fait. Communication en commission des usagers. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait être aussi effectué. Élaboration des documents de communication avec inclusion d'un patient partenaire. Diffuser l'adresse générique pour contacter la cellule opérationnelle d'identitovigilance, c'est-à-dire dès qu'on a un doute sur un doublon de patient ou une collision de patient, ben voilà, il y a une adresse qui existe, donc il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit diffusée et utilisée pour qu'on ait des actions correctives assez rapides. La mise en œuvre des actions priorisées au niveau de l'audit. Donc bah, là, c'était aussi toutes les formations, la mise à niveau des procédures, c'est la mise en place de l'INS et voilà, d'autres actions comme les actions sur le développement, la chambre des erreurs, des éléments plutôt un petit peu plus ludiques et la formation institutionnelle à l'identification primaire parce que c'est quand même la base. Effectivement, il faut qu'on puisse avoir cette identité de base et ça repose véritablement sur le fait que le patient doit présenter son identité avec une pièce d'identité reconnue, un passeport, une pièce d'identité, une carte de séjour. Tous les documents ne sont pas forcément valables, mais on doit pouvoir authentifier les patients, et notamment dans le cadre de la suspicion d'usurpation d'identité, parce que la carte vitale n'est pas une pièce d'identité, et ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser la carte vitale comme identification primaire. Donc, voilà les éléments qui sont en cours et je pense que dans le cadre du plan d'action, il y aura une communication aussi régulière sur ce qui aura été mis en place et sur les nouveautés, je dirais, qui pourraient apparaître sur l'intranet. Alors, on pourra mettre à disposition la fiche réflexe d'identification primaire aussi avec ce mini-atelier, Monsieur Barré. Oui, bah, Ça permettra de le diffuser encore un peu plus. Vous pouvez me l'envoyer. Oui. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui se fait sur le sujet? Donc, comme le disait Madame Saglietto, nous avons avec nous Françoise Maltese, donc, qui est notre formatrice sur les terrains et qui va pouvoir un petit peu nous expliquer un petit peu plus les actions de sensibilisation et de formation que nous faisons sur le terrain. Qu'elle fait, elle, sur le terrain. Bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà, c'est Florence Maltese. Comme ça permet d'avoir une bonne identification. Donc, je participe donc, depuis peu donc, au parcours patient avec la formation en identitovigilance. Alors, cette formation permet donc la réactivation des bonnes pratiques et la réactualisation aussi des bonnes pratiques avec tout ce que nous avons entendu auparavant sur l'importance du nombre de naissances qui est maintenant primordial sur les questions ouvertes. Ça permet de rencontrer aussi les professionnels et d'avoir un échange avec eux et de leur spécifier quand même que la vérification de l'identité, c'est un maillon important dans le parcours de soins. Et j'insiste sur l'importance des 3 verrous qui permet d'avoir une identification, on va dire, quasi parfaite sur
quand on prend en charge un patient, si on lui pose les questions ouvertes, de demander quel est votre nom de naissance, son prénom, sa date de naissance, sur la présence du bracelet d'identification et par rapport au support lorsqu'il y a un examen, un dossier, les étiquettes, et d'avoir vraiment la concordance de ces 3 verrous. Ça permet d'avoir la garantie d'avoir une sécurité, qu'on a le bon patient. La bonne identité, c'est le bon soin. Et souvent, les professionnels me parlent de la confidentialité, et je leur précise que la sécurité prône sur la confidentialité, et qu'un patient n'est pas un numéro de chambre, parce qu'encore beaucoup utilisent le numéro de chambre pour identifier un patient. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu comme pour les urgences vitales, pour ce mini-atelier, on laissait un petit peu plus de temps pour avoir d'éventuels échanges avec vous. Peut-être avant de rappeler quels sont les points de vigilance à apporter, est-ce que voilà, vous avez des questions? Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je vois Laura Lacombe, par exemple. Oui, C'est bon. Mélanie plus. Oui, Et bon, Mélanie Alcaraz. voilà. En fait, à l'heure actuelle, on travaille avec la pharmacie et la coordination générale des soins sur l'étiquetage des SAP et des perfusions, et en passant dans les services et en essayant en fait de leur montrer un peu les modèles d'étiquetage qu'on va leur mettre à disposition. On leur précise bien qu'en fait, il faut mettre l'étiquette patient sur les perfusions quand c'est possible. Enfin, pas quand c'est possible, il faut mettre l'étiquette patient. Et j'ai eu des remontées, encore une fois, du terrain avec des jeunes infirmiers, des jeunes infirmières qui sortent à peine de l'école et qui nous disent « mais c'est ce qui nous est appris ». Et enfin, là, j'avais des étudiants infirmiers devant moi qui m'ont dit « mais il nous est appris de n'écrire que le numéro de chambre avec porte ou fenêtre et à la rigueur les 3 premières lettres du nom, mais vraiment d'insister sur la confidentialité ». Donc là, je pense vraiment qu'il faut aller au tout début de la chaîne et de ce qui leur est instruit à l'école, parce que du coup, là, quand je leur ai dit la sécurité prime sur la confidentialité, ils nous ont dit, mais clairement, nous, on nous donne le message, on nous fait passer le message contraire. On nous apprend des choses qui sont fausses et erronées. Voilà, c'était ma petite aparté. Si je peux me permettre de répondre, alors, il n'y a pas que à l'école qu'on dit ce genre de choses, on le dit aussi en interne. On dit que effectivement, il faut absolument pas identifier le patient à l'extérieur de la chambre. Il faut mettre sur les étiquettes le numéro de lit, la fenêtre, côté. Non. Alors non, non et non. On va le dire aux écoles, parce qu'effectivement, si c'est ce message qui est passé, il est faux. La sécurité prime sur la confidentialité. Quand on voit bien les erreurs d'identité du patient, parce qu'effectivement, on a collé, c'est le pire que tout, l'étiquette qu'on colle mal, qu'on met mal, et puis on donne le patient, on donne le médicament au voisin d'à côté, ou on injecte le médicament à la personne qui ne devrait pas. Donc, effectivement, si cela est dit au niveau des écoles, il faut absolument le faire corriger et on va s'y employer. Mais l'audit Grive, quand on a eu l'audit sur l'identito-vigilance, ça nous a été pointé comme étant je crois, je ne sais plus quel était le libellé, mais c'était vraiment un point extrêmement critique. Donc, il fallait le corriger dans les meilleurs délais. Donc, non, la sécurité prime sur la confidentialité, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et faire très, très attention à ça. Après, il ne faut pas mettre sur sécurité toutes sortes de choses. La confidentialité aussi est très importante dans certaines situations de soins où il faut faire attention à respecter cette confidentialité puisque c'est un droit pour le patient.
qu'il faut savoir respecter dans le quotidien de la prise en charge des patients. Par contre, à partir du moment où il y a un risque d'erreur, où il y a un risque d'erreur médicamenteuse, où il y a un risque d'erreur de côté au bloc opératoire, etc., etc., là, on est sur des gestes relatifs à la sécurité de la prise en charge et il faut mettre ça en premier plan. Moi, j'avais effectivement une petite question à Christine et à Madame Maltais. C'était si par exemple une équipe, suite à cet atelier absolument passionnant et qui a certainement généré des tas de réflexions sur nos modalités de pratique au quotidien, si on a besoin d'une formation, si on a besoin d'un petit temps dédié à questions-réponses, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut organiser quelque chose s'il y a de nombreux cadres connectés ou même de nombreux professionnels? Est-ce que voilà, on peut de façon assez spontanée aider une équipe à répondre à certaines de ces questions? Florence, vous voulez répondre? Oui, ben, je suis en train de regarder mes mails et je vois que les personnes me sollicitent. Donc, voilà, c'est parfait. Je n'attends que donc ça. La réponse est voilà. oui. La réponse est oui, donc. La réponse est oui. Bien sûr, nous sommes là pour répondre aux différents besoins. C'est vrai que là, les sensibilisations qui ont été menées en lien avec l'encadrement, hein, ont un peu diminué du fait de la formation des brancardiers sur laquelle vraiment on a mis tous les moyens. Donc oui, bien entendu, vous pouvez solliciter Florence Maltese pour intervenir dans vos secteurs, bien sûr. Du coup, c'est par mail directement. Oui. D'accord. Je crois que ça, c'est important. Moi, j'ai une question également, mais je vois que Madame Lamar Rachida a eu la même. Aujourd'hui, où en est-on sur ces étiquetages? Je sais que ça a fait l'objet de... On avait pris la décision et puis il y a eu, je crois, un petit retour en arrière parce qu'il y avait un formalisme aux questions qui n'était peut-être pas, qui ne correspondait pas trop. Enfin bon, voilà, il y avait quelques sujets sur ces petites étiquettes. Où en est-on? Parce que je crois qu'il y a des cadres, et là je reprends les propos de Madame Lamar, il y a des cadres qui souhaiteraient en commander. Donc, comment peut-on faire aujourd'hui pour régler ce problème? Donc, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens de connectés, mais bon, je vais me permettre de répondre. Donc là, à l'heure actuelle, je suis en pleine réflexion et en plein travail avec un prestataire externe, puisque du coup, au niveau des commandes l'IRECO, les formats que nous avions choisis, qui étaient le plus adaptés à nos SAP et à nos perfs, ne sont pas disponibles en termes d'étiquetage. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on attend les devis incessamment sous peu. Je pense d'ici la fin de la journée, le prestataire m'aura envoyé les devis pour faire partir et du moins une précommande pour faire voilà, un test à petite échelle et puis lancer très très vite la production pour grande échelle. Et après, on verra. Le principe étant de les mettre au niveau du magasin, en fait, hein, et que chaque cadre puisse les commander quand ils en ont besoin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui coince? Là, aujourd'hui, ce qui coince, c'était quand, en fait, il y avait un petit peu tout le monde qui était en vacances la semaine dernière, et puis là aussi un petit peu cette semaine, là, entre les personnes du magasin, de la repro, mais bon. Et c'est surtout le format, et en fait, pourtant, on était parti sur des formats qui étaient existants sous l'IRECO et qui, malheureusement, ne sont pas disponibles. Alors bon, sur leur site internet, il y a écrit que par rapport à la pénurie de matériel qui s'ensuit entre le Covid, l'Ukraine, enfin bon, ça reste un peu flou pour moi. Et donc, j'ai eu la direction des achats qui m'a mis en contact avec leur prestataire externe d'étiquetage. D'accord. Par rapport à ce sujet, c'est un sujet qui est, alors là pour le coup, qui est impératif. Enfin, c'est pas un impératif dans le manuel, mais enfin, oui. Donc, il est impératif. Il faut absolument gérer le sujet
Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si je peux appuyer au niveau des directions, des commandes concernées. Ne vous inquiétez pas, je suis en lien très étroit tous les jours. On se téléphone avec Carole à ce propos pour faire pour avancer au plus vite et on va vous solliciter dès qu'on a les devis, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, mais je vais même anticiper l'arrivée des devis. Enfin, moi, j'avais juste encore un dernier point à vous dire, c'est que effectivement aujourd'hui, là, c'est Monsieur Barré et Christine, mais bon, et d'autres interlocuteurs, hein, parce que bien évidemment, comme on l'a dit, l'identito-vigilance ne concerne pas que la qualité, hein, elle concerne bien sûr pas du tout même que la qualité. C'est pour ça qu'on a bien insisté sur cette procédure qui concerne les différentes étapes de la prise en charge. Donc, autour de ce sujet, il y a bien évidemment la direction qualité-risque, parce que s'il y a une erreur d'identité, nous rentrons en scène pour pouvoir organiser les choses. S'il y a de la formation, vous avez bien compris que c'était également le pôle parcours patient qui travaillait, parce que cette ressource qui aujourd'hui, cette ressource en la personne de Florence Maltès qui était à la coordination générale des soins, puis à la DRH et chez nous aujourd'hui, parce que pour organiser au plus près du terrain et au plus près des erreurs, donc c'était assez cohérent que cette ressource soit rapatriée sur une direction qui gère les risques et les problématiques. Mais il y a, bien sûr, ça concerne le bureau des admissions. Hein. Quand on va aux admissions, on ne dit pas bonjour Madame Mazard, on dit bonjour Madame, comment pouvez-vous décliner votre identité? Enfin voilà, des choses comme ça. Hein. Ça concerne effectivement les admissions, ça concerne le bureau des admissions, ça concerne la direction des services informatiques, ça concerne la direction des soins, puisque bien évidemment, quand vous êtes au plus près du patient et que vous déclinez, vous êtes attentive à l'identité, c'est une pratique de soin qui est une pratique fondamentale du soin, vérifier le bon patient au bon endroit pour le bon soin. Monsieur Barré vous l'a dit à plusieurs reprises. Donc, c'est un sujet extrêmement important et qui doit mobiliser l'ensemble des équipes. Et surtout, en fait, ce qui va être regardé de près aussi, c'est le fait que sur le terrain, quand une équipe a une situation à gérer, il faut qu'elle trouve, et c'est en cela que M. Barré l'a dit également, elle trouve la fiche réflexe qui lui dise comment je fais si je constate qu'il y a une mauvaise identité, comment je fais s'il y a un doublon, et comment je fais tout simplement. Et donc, le travail qui est à actualiser, c'est cet ensemble de protocoles et de procédures et qui, bien évidemment, va également conditionner les formations. Parce que former qui, quoi, si on n'a pas le protocole et la procédure. Donc, il faut, dans les meilleurs délais, qu'on puisse aider les professionnels. Bon, il y a bien évidemment des choses qui existent et Christine les a valorisées ainsi que M. Barré, et c'était important de le faire. Mais au quotidien, dans la vie de tous les jours, comment un professionnel de santé répond à une problématique particulière en lien avec l'identité du patient à chacune des étapes de sa prise en charge, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on remette d'actualité. Voilà. Il y a peut-être d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres remarques? Non. Bon, eh bien, on va finir donc ce mini-atelier sur les points de vigilance à apporter, même si on a cessé de le répéter. Docteur Barré, je vous laisse avoir un petit peu le mot de la fin pour que l'on garde tous en tête ces points de vigilance en rapport à tout ce qu'on a présenté ce matin. Il y a une main levée, Floriane. Ah, pardon. Abdelkader Neura. Bonjour, bonjour tout le monde. On vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Dans le cadre de la création du dossier, lorsqu'un patient vient et que son identité est déjà validée au niveau de la gamme, au niveau de Clinicom, si ce jour-là, le patient ne présente pas sa pièce d'identité, est-ce qu'on doit lever la validation de l'identité ou est-ce qu'on peut la maintenir alors qu'on n'a pas eu la possibilité de vérifier par le biais d'un document officiel son identité? Qui est-ce qui répond? Christine, M. Barré? Non, c'est M. Barré. C'est un petit peu la problématique de… Alors,
honnêtement, Clinicom, de ce que nous a dit et de toute façon de ce que l'on constate de Clinicom par rapport à la réglementation, c'est que Clinicom ne respecte pas toutes les règles par rapport au statut de l'identité qu'un patient doit avoir. C'est-à-dire que maintenant, le référentiel, c'est quand même le référentiel d'identito-vigilance avec les différents statuts de l'identité, qu'elle soit provisoire, qu'elle soit validée, certifiée avec l'INS. Donc il y a 4 niveaux et en fait, Clinicom ne permet pas, je dirais, de, de, de statuer véritablement sur l'identité telle que ça devrait l'être. Alors le problème de la validation, c'est-à-dire que dans Clinicom, on identifie une identité soit provisoire, soit on dit qu'elle est valide, mais valide, c'est par rapport à quoi? Et si on valide une identité dans Clinicom, bah, c'est par rapport à une pièce d'identité. Et normalement, la pièce d'identité devrait être scannée pour faire en sorte que si justement une personne qui dit à un moment que l'identité est valide, le problème c'est que il a peut-être la personne devant lui, mais on peut pas à chaque fois, si on peut se référer à une pièce d'identité qui existe, on n'a pas besoin de lui redemander sa pièce d'identité si on constate que la personne est bien la même, mais si on n'a pas de pièce d'identité scannée, il faut lui redemander la pièce d'identité, étant donné qu'on peut pas. Étant donné que l'identité validée dans Clinicom, c'est juste une case à cocher, on ne peut pas valider une identité simplement avec une case à cocher qui aurait été mise par quelqu'un alors qu'il n'a pas forcément respecté toutes les règles. Donc soit on a une pièce d'identité qui est présente dans Clinicom sur laquelle on puisse s'y référer et constater que c'est bien la même personne, et la récupération de la pièce d'identité est important pour justement la qualification de l'INS. Alors, on n'a peut-être pas beaucoup parlé de l'INS, mais l'INF, c'est véritablement un enjeu important de pouvoir rattacher chaque identité patient à son identité nationale de santé, qui est l'INS, et c'est une identité nationale que l'on va récupérer. Et ça, on ne pourra récupérer l'identité et l'INS que si justement on a une pièce d'identité pour pouvoir s'y référer avec la bonne identité, le bon nom de naissance, la liste des prénoms, parce que en fait, la récupération de cette identité va s'appuyer sur justement les traits d'identification du patient et aller les récupérer sur un téléservice national pour essayer de récupérer cette identité. Donc sans pièce d'identité, on ne peut rien faire. Donc le principe, c'est pas d'utiliser, je dirais, la notion d'identité validée dans Clinicom en tant que telle, en tant que case à cocher, parce qu'une case à cocher, on peut la décocher, on peut la recocher, mais si c'est pas appuyé sur quelque chose véritablement de fiable, ça ne servira à rien. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour terminer sur les vigilances à apporter, donc on rappelle un petit peu toujours les mêmes règles. Hein, il faut changer un petit peu de paradigme sur qu'est-ce que l'identité du patient. Et c'est vrai qu'il faut changer le comportement. L'identité du patient, c'est le nom de naissance, le prénom de naissance, les prénoms que le patient a, la date de naissance avec la bonne date qui repose sur une pièce d'identité et non pas sur une carte de sécu. Les cartes de sécu ont des tas d'erreurs, donc ce n'est pas une pièce d'identité qui permet de récupérer l'identité d'un patient. L'objectif pour le CHU et pour tous les établissements, c'est effectivement d'avoir un maximum d'identités qui sont qualifiées avec l'INS, parce que là, au moins, ça apportera la preuve de la bonne identification du patient, et ce qui permettra effectivement le partage en toute sécurité des informations concernant les patients et de se rendre compte qu'on pourra justement qu'on s'adresse véritablement aux bons patients et qu'on partage entre établissements les données sur les bons patients, et ça va passer par l'INS. Et puis, voilà, tout le travail qu'il y a à faire sur l'identification secondaire, être sûr que finalement, on fait toujours le bon soin au bon patient et qu'on a respecté les procédures d'identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge, tout en respectant effectivement la confidentialité.
étant donné que la confidentialité, c'est une chose, mais et la confidentialité, c'est pas simplement des noms qui sont écrits peut-être sur quelque chose, mais c'est à toutes les étapes, c'est des documents, par exemple, qu'on jette à la poubelle avec des comptes rendus d'hospitalisation avec des noms, bah, ça, on ne devrait pas les voir. Dans les secrétariats, des dossiers qui sont affichés avec les noms des patients, bah, on ne devrait pas le voir non plus. Donc la confidentialité, c'est un autre sujet aussi, mais c'est vrai que là, on parle de sécurité de la prise en charge et de sécurité des soins. Et là, c'est vrai que c'est l'identification du patient directe de ce que l'on fait auprès du patient. Merci. On a une dernière main levée. Oui, c'est Madame Winnie. C'est juste pour demander à Monsieur Barré, par exemple, dans les gardes d'encadrement à l'Archer, le cadre crée des épisodes. Et souvent, c'est fait oralement parce qu'une infirmière lui demande, il y a tel patient qui est rentré. Donc, c'est des identités provisoires, certes. Mais s'il y a une erreur d'identité, on a mal orthographié le nom, donc après, et qu'ensuite le bureau des entrées, lui, met la bonne identité, comment ça se passe pour qu'il y ait une fusion de dossiers? Puisque, après, si nous, on a des examens biologiques, ça va être mal orthographié, mais on n'a pas l'info comme quoi c'est tel patient qui devrait avoir ses résultats. C'est toute la difficulté que l'on a effectivement dans notre organisation, justement, de qui fait quoi en termes de création d'identité, modification d'identité. Et je pense que les règles, effectivement, pour toute création d'identité, c'est que chacun se préoccupe de savoir comment on récupère. On ne peut pas se contenter de créer une identité simplement avec bah, je m'appelle de telle manière. Il faut absolument, et même dans les services, il faut qu'on essaie de faire en sorte que l'on récupère les éléments d'identité, les pièces d'identité pour s'assurer justement véritablement de l'identité d'un patient. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont orales. Alors je sais qu'il y a urgence à créer peut-être des choses, mais voilà, c'est tout le changement, les difficultés qu'il y a dans l'identité-vigilance par justement des personnes qui ont des droits de modification d'identité alors qu'ils ne connaissent pas forcément les règles, et on le constate pas tous les jours, mais presque, des changements de nom des patients qui existaient et finalement, sous prétexte que bah, il y avait juste une erreur de date de naissance ou une faute d'orthographe du prénom, on change le nom et c'est arrivé par exemple qu'on change le nom d'un prénom alors qu'ils avaient, deux patients avaient le même nom, même date de naissance, ben oui, mais c'était des jumeaux. C'était du jumeau et on s'est permis de changer. Alors évidemment, les parents ont beaucoup d'imagination pour donner des prénoms parfois qui se ressemblent beaucoup. Et le problème, c'est que ben voilà, on s'en rend compte parfois bien longtemps après et il peut y avoir des catastrophes entre-temps qui sont faites. Donc véritablement, il faut qu'il y ait une vigilance et la création d'une identité, bah, ça doit faire réfléchir. On ne doit pas le faire sur n'importe quel support. Et c'est vrai que bah, faudrait mieux que l'information circule avec des pièces jointes. On peut très bien scanner une pièce d'identité, la transmettre par mail. On peut essayer de faire des choses pour au moins avoir des traces et fiabiliser quand même l'identité. Après, sur la fusion, quand il y a des fusions d'identité, bah, ça, on peut le faire étant donné qu'après, ça remonte dans les applications tierces. La fusion ne se fait que dans Clinicum. Mais par contre, ce qui ne se fait pas, c'est par exemple les transferts d'épisodes d'un patient à un autre, parce que là, ça peut pas se faire, ça se fait dans Clinicum, mais ça n'est pas reporté dans d'autres applications. Voilà. J'ai une petite question encore. Enfin, je ne sais pas si c'est une question, si ça va soulever des sujets, parce que je pense qu'on pourrait faire l'objet d'un atelier uniquement à ce sujet-là. C'est tout ce que sont les indiscrétions. C'est-à-dire, on constate aujourd'hui encore que certains dossiers patients sont consultés par d'autres personnes, des professionnels qui n'auraient pas
l'autorisation d'accéder à ce dossier. Je vous rappelle qu'on accède à un dossier patient uniquement dans le cadre de sa prise en charge et exclusivement dans le cadre de son temps d'hospitalisation et par les équipes autorisées pour cette prise en charge. Donc, c'est un sujet cependant qui est réel au CHU de Nice, c'est-à-dire qu'on peut, à plusieurs reprises, on a eu des remontées comme quoi des professionnels de santé eux-mêmes consultaient des dossiers de patients dans le cadre d'indiscrétion. Ça relève d'un sujet qui touche aussi au secret professionnel, qui touche aussi au droit. Je pense qu'il faut être très attentif. Il faut savoir que notre gouvernance autour de l'identito-vigilance, qui va être pilotée par le docteur Barré, va aussi questionner ce sujet. Il faut savoir aussi que la DRH travaille beaucoup sur ces sujets, parce qu'on a malheureusement à gérer quelques situations d'indiscrétion, que c'est punissable. Donc, on ne l'a pas évoqué là, mais il faudra quand même qu'on en reparle avec le rappel des règles fondamentales du secret, des règles de confidentialité, là pour le coup, de respect de cette confidentialité. Et donc, c'est un sujet qu'il faudra mettre effectivement à l'ordre du jour dans les meilleurs délais parce que on a quelques dérives actuellement qui ne sont pas acceptables sur des indiscrétions pour aller consulter des dossiers médicaux. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, ça rentrera dans un autre sujet. On ne l'a pas mis là, Monsieur Barré, mais c'est un sujet qui nous préoccupe aussi et qui nécessitera d'y travailler avec d'autres acteurs, bien évidemment, autour de la table. Pas de commentaires particuliers sur ce point? Pas de questions? Si c'est tout bon, on vous mettra à disposition donc la fiche réflexe que je viens de récupérer, merci Monsieur Barré, sur l'intranet. Également, les quelques questions posées, vous pourrez les retrouver sur l'intranet. Et nous vous mettrons également à disposition les adresses qui ont été évoquées, l'adresse de Madame Maltese et l'adresse mail générique aussi, qui a été évoqué dans cette présentation. C'est tout. Pour finir peut-être donc sur l'atelier, avant de nous quitter, donc je vous informe du prochain atelier. Donc il aura lieu lundi prochain à 11h30. Donc le 30 mai, et sera consacré aux modalités de la visite de certification, puisque nous avons un certain nombre d'infos à vous communiquer, donc les modalités, le calendrier, les questions-réponses, lundi prochain. Et avant la visite de certification, on aura un dernier atelier le mardi 7 juin, puisque le lundi c'est férié, à 11h30. Et il aura un déroulé un peu différent des précédents, puisqu'en fait, on reviendra sur tous les sujets qui ont été évoqués lors de ces 10 ateliers pour vous informer sur ce qui a été fait, est-ce qu'il y a eu des nouvelles procédures ou des actions qui ont émané de toutes les réflexions que nous avons pu avoir lors de ces ateliers. Donc voilà, ça sera un peu un format différent. Je vous envoie les invitations et le lien Teams. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci pour cet atelier. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.